Bonjour, bienvenue dans Point de vue. Donnez votre avis, on en parle avec nos invités et on en parle d'abord avec une fille bien. C'est le titre du dernier roman de Valérie Toragnan. Bonjour, vous êtes directrice de la revue des Deux Mondes. Franchement, vous croyez que sans mai 68, Mitterrand serait plus vite arrivé au pouvoir ? En tout cas, c'est ce qu'il dit lui. Il en avait gros sur le cœur contre les gauchistes et il disait la seule chose qu'ils ont réussi, ils n'ont évidemment pas réussi la révolution, la seule chose qu'ils ont réussi, c'est à retarder mon arrivée au pouvoir. De 13 ans, et c'est ce qu'on peut lire justement dans la revue des Deux Mondes dans ce numéro consacré à l'héritage de mai 68, à découvrir aussi d'ailleurs un dialogue entre le général de Gaulle et Daniel Cohn-Bendit. Vous n'y croyez pas ? Eh bien vous le lirez et vous nous direz ce que vous en pensez après avoir lu donc Une fille bien et L'étrangère, qui sont deux romans de Valérie Toragnan. Et après avoir lu La droite face à l'islam, il vient de sortir, il est en librairie et inutile de vous dire qu'on vous le recommande parce que son auteur est avec nous. Frédéric Sinclair, bonjour. Bonjour. Politologue, essayiste et ancien conseiller de Dominique de Villepin. Karine Bécard, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est gentil, merci. Journaliste au service politique de France Inter. On recommande bien sûr l'émission Questions politiques sur France Info chaque dimanche, mais on vous le recommande en replay parce que c'est à la même heure que le grand jury RTL, LCI, Le Figaro. Le Figaro représenté ce soir par Cécile Crouzel, rédactrice en chef adjointe au service Économie France. Et ça tombe bien, dans l'actualité, on a encore une fois la grève à la SNCF, c'est le 10e jour. Alors supportez-vous la situation, en avez-vous ras-le-bol? Dites-le nous, on est là pour ça. Dites-nous aussi si vous craignez un enlisement. Ce week-end, le patron de l'entreprise, Guillaume Pépi, le promettait. Pas de grève cet été. A-t-il parlé trop vite? A-t-il manqué de prudence? On en débat là encore. Craignez-vous de payer encore plus d'impôts? Si oui, le gouvernement ou Emmanuel Macron vous rassure, il n'y aura pas de nouveaux impôts, de pression fiscale supplémentaire. Y croyez-vous à l'heure où on parle de révision des valeurs locatives ou à l'heure où on parle en français facile et en français courant que rien n'est annoncé sur la réduction du train de vie de l'État? C'est ce qu'on va voir également avec nos invités. Dans moins d'une heure maintenant, direction de la Maison-Blanche, première conférence de presse d'Emmanuel Macron à Washington avec Donald Trump. Ils ont déjà parlé tout à l'heure sur la pelouse de la Maison-Blanche. Ce sera à suivre en direct sur Figaro Live. Question, que faut-il en attendre? Macron peut-il infléchir Trump? Donnez-nous votre avis. On en débat et on débattra aussi de cette info complètement inattendue, mais qui est tombée en fin de semaine. Peut-être qu'elle vous a échappé. Manuel Valls, peut-être candidat à Barcelone. Oui, l'ancien Premier ministre, autrefois maire d'Évry, a été sollicité par le parti centriste Ciudadanos. L'intéressé a répondu qu'il allait étudier la question. Et vous, qu'en pensez-vous? On attend bien sûr votre réponse. Alors, c'est le 10e jour de grève à la SNCF et c'est une question que je me suis posée ce matin. Est-ce que vous supportez le choc? Est-ce que vous supportez la situation, Frédéric Sinclair, vous qui habitez en province? Et oui, près de la Méditerranée, je dois avouer que c'est un peu agaçant, contraignant. On comprend les enjeux politiques. Je ne suis pas certain que sur le long terme, les Français soient, comme ça a été le cas par le passé, favorables aux grévistes. Il semblerait, en tout cas c'est ce que j'entends autour de moi, que l'agacement vis-à-vis des grévistes de la SNCF en règle générale prennent le pas sur le soutien à cette compagnie qui finalement est quand même un symbole du rail français. On attend de plus en plus l'ouverture à la concurrence pour voir si, la qualité du transport va s'améliorer et deux, si les tarifs vont sensiblement baisser. Ceci dit, c'est un autre débat, ça. C'est un autre débat, mais je pense que ça, c'est moteur pour comprendre le manque de soutien au mouvement de grève de la part des Français. Donc, à mon avis, le gouvernement a de bonnes cartes en main. Alors, précisément, justement, c'est ce que démontre, pour aller dans votre sens, pas les invités qu'il y a eu sur ce plateau il y a une quinzaine de jours qui pensaient que les Français seraient favorables et qu'ils étaient étonnés de l'accueil, du bon accueil relatif qui était
réservé aux cheminots grévistes. Des si on en juge par le dernier sondage qui a été fait sur la question publié par le JDD il y a 48 heures, 43% des Français trouvent le mouvement justifié. C'est 3 points de moins qu'une semaine auparavant. 61% des Français souhaitent que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme et 78% pensent d'ailleurs qu'il ira jusqu'au bout. Est-ce que c'est votre avis d'ailleurs? Est-ce que c'est votre pronostic? Karine Bécard, vous êtes vélo, métro? Oui, je suis vélo. Enfin, je suis vélo électrique. Je triche un peu, mais sincèrement. Ça vous étonne ces chiffres sur du JDD justement? Non, pas du tout. Ils ne m'étonnent pas. Et je trouve que, et là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'ils n'ont pas tellement bougé en fait, ces chiffres-là, si on accepte de les regarder vraiment sincèrement. Moins, quand même. Oui, par rapport à la semaine dernière, d'accord. Mais si on regarde la courbe descend. Oui, de 3 points. Ok, je suis d'accord sur ça avec vous. Mais si on regarde au moment, juste avant le début en fait, du mouvement, on était à 44%. Voilà, et on est revenu à 43%. C'est-à-dire que globalement, l'opinion publique n'a de toute façon jamais été majoritaire derrière la SNCF pour dire on est avec nos cheminots et on ne veut pas de cette réforme. Et surtout, ce qui est intéressant également, c'est en face, les autres chiffres, le 61% et le 78%, n'ont pas tellement bougé non plus. C'est-à-dire que depuis le départ, ils considèrent que oui, cette réforme, elle est nécessaire. Et ils sont peut-être là de plus en plus nombreux à estimer que de toute façon, le gouvernement ira jusqu'au bout. Donc, les cheminots n'ont pas réussi à convaincre les Français de les avoir avec eux. Ils ont perdu clairement la bataille de l'opinion publique. Donc, à partir du moment où on n'a pas l'opinion avec soi et qu'on a un gouvernement aussi déterminé, aussi puissant, aussi rouleau compresseur que le gouvernement Philippe Macron, voilà, enfin, l'enlisement, je ne le vois pas. Je salue Madeleine Wenling qui dit « J'espère que les grèves vont s'arrêter ». Je la salue parce que c'est une internaute du Figaro et qui s'exprime et vous pouvez donner également votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs avec elle? Et vous, Valérie Toragnan, est-ce que vous espérez que ces grèves vont s'arrêter? Ce que je pense, ce que j'espère, oui, pour les usagers et puis que la situation retourne à la normale, oui, bien sûr. Peut-être qu'elle peut s'enliser, la situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore... Le fait qu'il n'y ait pas de soutien dans l'opinion, ça peut aussi, de la part des syndicats, notamment de la CGT, qui, il ne faut pas l'oublier, est quand même en mauvaise posture dans cette affaire, parce qu'ils ont déjà échoué, ils ont perdu contre El Khomri, ils ont perdu contre la loi travail. Là, ce serait la 3e fois consécutive qu'ils seraient déstabilisés en profondeur. Donc, ça peut aussi inciter à avoir un bras de fer qui dure. Mais maintenant, à moyen ou à long terme, je pense que oui, la bataille de l'opinion est perdue. C'est une bataille qui coûte cher, quand même. Et ça perd coûte cher, et que Macron va gagner quoi, sur ce dossier-là. Je pense que je ne sais pas quand, et nul n'est suffisamment au fait de la situation pour dire quand, mais je pense qu'il a gagné de toute façon. Au moment où vous parlez, justement, il y a 2 internautes qui s'expriment, qui dit Manuel, qui nous dit vive la grève, on en a marre d'être pris pour des vaches à lait, et Marie-France qui nous dit les grévistes doivent tenir. En ce moment, se réunit Cécile, l'intersyndicale, au siège de Sudrail, il me semble. Qu'est-ce qui peut en sortir? Difficile à dire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la CGT n'appellera pas la grève reconductible, qui serait une façon de durcir le mouvement. De dire reconductible, c'est tous les jours et on continue. Donc ça, ils n'appellent pas là-dessus. On va voir. Donc c'est un peu difficile de savoir ce qui va en sortir. En tout cas, sur le fond, il reste toujours des divergences au sein de l'intersyndicale, c'est-à-dire que la CFDT, quand même fondamentalement, et l'UNSA ne sont pas opposés à l'ouverture à la concurrence. Et la CGT, oui. Donc il y a quand même il y a une scission possible. Il y a une scission possible qui reste. Il y a quand même sur le fond de la réforme, il y a une grosse scission, enfin une grosse divergence. Et comment ça se fait que cette scission justement ne se soit pas produite jusqu'à présent? Je pense que le gouvernement a beaucoup fait aussi il a agité le statut un peu comme étendard et les cheminots se sont sentis, c'est ce que Laurent Berger explique pas mal, ils se sont sentis assez humiliés par tous les discours qu'il y a eu sur vous n'êtes pas efficace, c'est une entreprise qui marche mal, etc. Donc ça a sauté un peu les gens. Je pense qu'il y a eu quand même tout ce dénigrement des cheminots, un cheminot bashing, qui les a sautés malgré tout. Et puis la CFDT cheminot est quand même un peu plus dure que la CFDT aussi générale. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que le gouvernement fait du chantage aux cheminots sur la reprise de la dette de la SNCF? C'est ce que disent, ce qu'écrivent, je pose la question, c'est ce qu'écrivent des cadres supérieurs de la SNCF dans une lettre ouverte à Elisabeth Borne. C'est une négociation, donc après on peut toujours, c'est des grands mots parce qu'on est aussi en négociation, il y a toujours une part de, mais oui, c'est une des cartes. Oui, mais c'est une des cartes dans la négociation entre le gouvernement et les syndicats, donc le gouvernement ne sort pas toutes ses cartes d'un coup, mais ça c'est un peu la règle du jeu de la négociation. Mais on sait que le gouvernement l'État va reprendre cette dette.
elle est intenable pour la SNCF, donc elle va être prise par nous, les contribuables aussi quand même. Hein. C'est ça, l'État c'est nous. Hein. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il faut se rappeler le profil psychologique et politique de Macron. Emmanuel Macron est un libéral en économie et il n'a pas envie que l'entreprise nationale meure, en fait, véritablement. Ça n'a pas de sens. Soit on en crée une nouvelle et à ce moment-là, on libéralise. Ils ont dit que ce n'était pas le cas parce qu'il sait que, par contre, ça, il aurait l'opinion contre lui. Mais le projet d'une entreprise SNCF qui rentre en concurrence avec d'autres compagnies européennes et qui démarre avec 50 milliards de dettes, c'est juste pas tenable économiquement, vous venez de le dire. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut pousser à la libéralisation le plus possible. Et la carotte, c'est quoi? C'est la reprise de la dette progressive. Plus vous réformez. En plus, elle est progressive aussi pour des raisons. Elle coûte cher quand même à reprendre. Hein, donc la reprise est progressive aussi pour des raisons. Ça anticipe sur le deuxième thème. Faut-il craindre une hausse des impôts? Mais d'abord, on vous pose une question. Et moi, je voudrais juste compléter quelque chose. On a parlé de l'opinion publique, etc. Très bien. Il y a aussi quand même quelque chose d'important. C'est le débat parlementaire. Aujourd'hui, le débat parlementaire, il joue contre aussi les syndicats. C'est-à-dire le fait que la réforme de la SNCF et du statut des cheminots ait été adoptée par les députés. En première lecture, exactement. Ça va arriver sur le faveur des syndicats. Bien sûr, ça va arriver. Déjà, il y a un effet psychologique énorme. Ensuite, si on regarde vraiment le calendrier, à la fin du mois de mai, ça arrive au Sénat. Bon, le Sénat, il est majoritairement de droite. Hein. La droite, à l'Assemblée, a voté pour. Pardon, Karine Bécard, mais je suis moins spécialisé questions politiques que vous, mais il me semble me rappeler, je parle sous le contrôle de Frédéric Sinclair, qu'il y a déjà des lois qui ont été votées à l'Assemblée, qui ont été adoptées, et qui, sous la pression de la rue, n'ont pas été appliquées. Toute ressemblance avec des gouvernements précédents, conseillés éventuellement par Frédéric Sinclair, je parle aux jeunes générations du CPE de Villepin, en 2006, bien sûr. Et de la réforme des retraites d'Alain Juppé. Mais vous ne m'avez pas laissé parler jusqu'au bout de mon développement. Et donc, en fait, si on regarde la totalité du calendrier, malgré tout, pour l'instant, il est plutôt défavorable à la SNCF, ce qui risque de rendre compliqué cet enlisement, qu'on attend ou pas, puisque à la fin du mois de mai, c'est au Sénat que ça arrive, que les sénateurs majoritairement de droite pourraient sans doute changer quelques interlignes. Enfin, globalement, il est bien possible qu'ils soient quand même plutôt favorables à cette réforme. Si la commission mixte paritaire, c'est un peu technique, mais réussit à un compromis, on arrive à une loi entre le Sénat et les députés, vous avez raison de le préciser, on arrive à un texte adopté mi-juin. Mi-juin, normalement, la grève perlée, elle se termine à la fin du mois de juin. Donc, en termes de calendrier, ça va être extrêmement difficile aussi de relancer cet été un mouvement de grève alors que tout sera bouclé. Édouard Philippe invite les syndicats, ça vient de tomber, de cheminots à le rencontrer le 7 mai en leur disant « Je regrette que malgré les avancées, vous ayez choisi de poursuivre un mouvement de grève qui gêne considérablement les Français et l'activité économique. » D'ailleurs, c'est une question qu'on vous pose sur Twitter. Êtes-vous favorable à un arrêt de la grève à la SNCF avant l'été? C'est une question qui se pose après cette déclaration de Guillaume Pépi, c'était ce week-end sur le grand jury RTL, LCI, Le Figaro. On l'écoute et après on donne la parole à Frédéric Sinclair. Il n'y aura pas de grève cet été parce que les cheminots sont des gens responsables. Vous savez, quand une loi est votée, aujourd'hui elle est votée à l'Assemblée nationale, elle va être votée au Sénat. Ça veut dire que le peuple français a parlé. Et les cheminots, ils sont légitimistes. Frédéric Sinclair, deux questions. D'abord, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, malgré la grève, le gouvernement ira jusqu'au bout? Ou bien est-ce que vous craignez qu'il y ait un recul comme au moment du CPE? Et deuxième chose, est-ce que vous pensez que Guillaume Pépi a eu raison de dire ça ou qu'il a manqué de prudence? Bon, sur la première question, je dirais oui, il va aller jusqu'au bout. La colonne vertébrale d'Emmanuel Macron et de la totalité de l'exécutif est essentiellement économique. S'il échoue à faire passer ses réformes économiques sur tout le régalien, ça sera mort. Donc oui, il va aller jusqu'au bout. Ensuite, oui, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, il n'y a pas d'opposition à ce que la loi soit votée. Et contrairement à 2007, où le président de la République avait refusé de promulguer la loi, dans ce cas-là, ça n'arrivera bien évidemment pas, parce que c'est Emmanuel Macron lui-même qui est à l'initiative. Ensuite, sur la deuxième question, je pense que ça ne sert pas le débat, ce que vient de dire Guillaume Pépi, finalement. Déjà, premièrement, c'est faux. La CGT n'est absolument pas légitimiste, pas plus qu'un certain nombre de personnes à Sudrail et à EFO, ce sont des révolutionnaires.
c'est pas leur faire honte que de le dire. C'est un projet politique extrêmement sérieux qui d'ailleurs est né en France, comme le socialisme, au début du XIXe siècle. Donc il y a des vrais projets de société alternative. Simplement, les conditions politiques ne sont pas réunies. Donc moi, aujourd'hui, ce que je questionne, c'est la capacité des dirigeants syndicaux à porter un projet alternatif et crédible à celui du gouvernement, sachant, encore une fois, que l'ouverture au rail a été votée par un gouvernement socialiste il y a un certain nombre d'années déjà. Donc je crois que c'est simplement le manque de passion et le manque de projets politiques alternatifs, le manque de capacité à emmener l'opinion avec. Rappelez-vous, en 2007, face à Dominique de Villepin, les syndicats claquent la porte de façon unanime. Ils partent, ils ont l'impression que le Premier ministre ne les entend pas. Le Premier ministre vient à la télévision, j'en ai un souvenir extrêmement précis, croyez-moi, où il s'adresse aux Français et où on écoute ensuite les Français parler au micro des différents journalistes et qui leur disent « mais ce Premier ministre est rigide, il ne nous entend pas, il veut passer sa loi, il nous méprise ». Là, dans ce cas-là, le gouvernement joue la carte inverse. On est constamment dans une volonté de dialogue avec les cheminots, etc. etc. Donc, le contexte politique est complètement différent. Donc oui, la loi va passer. Cécile, sur ce que disait Guillaume Pépi. C'est peut-être pas... Moi, effectivement, je suis d'accord. Hein, la CGT n'est pas légitimiste. Hein, non, surtout pas. Là, non. Après, oui, donc je pense que c'est pas... je suis pas sûre que ce soit effectivement très approprié de s'avancer comme ça, même si je pense... à mon avis, que le gouvernement a de très fortes chances aujourd'hui de remporter cette bataille face à la CGT, ce qui l'arrange parce que c'est la première bataille pour la suivante qui est celle des retraites, hein, avec la disparition des régimes spéciaux de retraite qui est en ligne de mire en 2019. Donc voilà, le but c'est d'affaiblir la CGT avant et... Mais ce sera probable, hein, c'est probable qu'ils réussissent. Politique qu'on a vu pendant ce petit mois de grève où, pareil, le Premier ministre Édouard Philippe a cessé de dire voilà les cheminots, mais je les aime beaucoup. On a Emmanuel Macron qui nous a dit mais mon grand-père était cheminot, on a le droit à tout. Et donc là, forcément, ils sont formidables, ces cheminots, ils sont légitimistes et donc ils ne feront pas la grève au mois de juillet. C'est vraiment la communication politique qu'on a eue depuis un mois sur ce dossier. En fait. Mais c'est une forme de méthode Coué. Bien sûr. Ouais. Valérie Torignan, c'est votre avis aussi ? Je pense quand même c'est quand même très étrange de dire ça parce qu'au-delà même de la CGT elle-même, qui n'est pas légitimiste, à poser à des syndicats le fait qu'ils sont responsables, donc légitimistes, c'est presque nier par essence et par définition ce qu'est le combat syndical. Enfin, sinon, si d'entrée de jeu il faut être légitimiste, alors on ne contrecarre rien, on ne s'oppose à rien. Enfin, c'est très très bizarre comme argument. Moi, je pense qu'il a un peu loupé une occasion de se taire là. Le fait que, dernière question, la SNCF qui ne paiera pas les jours de repos aux grévistes au mois de mai, c'est une bonne idée selon vous ? Ah bah c'est une lecture de l'application du droit. Hein. C'est pas... Après, c'est contesté par la CFDT. Donc mais moi, je lis en tout cas cette contestation juridique comme le signe d'un affaiblissement du combat syndical. En fait. Quand les syndicats n'arrivent plus à combattre dans la rue, etc., qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des recours juridiques. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train de se produire sur les ordonnances. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait sur la... Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait sur la loi El Khomri. C'est ce qu'ils font sur les ordonnances, etc. Donc voilà, quand ils se sentent affaiblis sur le terrain politique et syndical, ils vont sur le terrain juridique. Donc pour moi, c'est un signe d'affaiblissement, ça. Que faut-il attendre de la rencontre de Donald Trump et Emmanuel Macron ? On en débat sur ce plateau. Vous pouvez suivre d'ailleurs la conférence de presse, édition spéciale avec les deux Renault Girard du service international et Renaud Toffier de Figaro Live. Mais d'abord, une question, faut-il craindre une hausse des impôts ? Emmanuel Macron s'attaque injustement aux retraités. C'est en tout cas ce que pense, selon nos infos, Laurent Wauquiez. Au passage, d'ailleurs, je vous signale son interview dans le Figaro demain, à retrouver dès ce soir dans la version premium du Figaro et dans la version papier. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux, d'ailleurs ? Que l'État plume les retraités en ce moment. C'est vrai que la moitié des Français, la moitié des retraités verront leur CSG ont vu leur CSG augmenter depuis janvier. Ça, c'est vrai. Mais après, c'est pas toute la population. Il y a beaucoup de batailles en fait pour savoir si. Alors en 2018 uniquement, hein, les impôts ont-ils augmenté ou stagné ? L'INSEE dit que le pouvoir d'achat va baisser des Français à cause des impôts, mais il a des méthodes de calcul qui sont contestées par d'autres qui disent que les impôts vont baisser de 600 millions, ça ne pas beaucoup. En fait, en gros, on est quand même dans une stabilité, avec des gagnants et des perdants. D'accord. Voilà. C'est votre analyse aussi, Karine ? Vous pensez qu'on peut croire à la promesse d'Emmanuel Macron, pas de nouvel impôt, pas d'augmentation de la pression fiscale ?
Je pense que ça, c'est un sacré sparadrap qui s'est mis au doigt. Il l'a annoncé très vite, à la fin de sa première année de quinquennat. Parce qu'en fait, on est un peu dans le même type d'engagement que ce qu'avait pu faire, pour le coup, François Hollande, en disant, voilà, avec moi, il faut que la baisse du chômage ait lieu, et elle aura lieu. L'inversion de la courbe du chômage, on lui a répété sans cesse. Donc, dès lors qu'il va toucher à la fiscalité, on aura, nous, beau jeu, journalistes, de lui dire, OK, au fait, la fiscalité ne devait plus bouger, là, sous le quinquennat, on va passer notre temps à lui rappeler ça. Alors je vous pose d'autant plus la question, c'est intéressant le parallèle que vous faites avec François Hollande, parce qu'on a une interview qu'on peut retrouver dans la version papier du Figaro d'aujourd'hui, ou bien sur Figaro.fr, d'une avocate fiscaliste qui s'appelle Virginie Pradel, et qui écrit « François Hollande, lors du précédent quinquennat, a assumé les augmentations d'impôts, très ciblées sur les riches et les classes moyennes supérieures. Ce n'est pas une option retenue par Emmanuel Macron, dit-elle. Sauf qu'aujourd'hui, les hausses d'impôts sont plus subtiles, elles n'en sont pas moins réelles. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites, Valérie ? Oui, bien sûr. Il y aura des gagnants et des perdants, on disait tout à l'heure, mais il va y avoir des perdants. C'est-à-dire que si vous êtes retraité, que vous avez un revenu fiscal supérieur à 1 200 €, que vous fumez, que vous habitez la campagne, que vous roulez au diesel et que vous avez une résidence secondaire, la maison de famille de vos parents, que vous avez déjà du mal à supporter et il risque d'y avoir une taxe sur la résidence secondaire qui augmente, alors cela, clairement, c'est plutôt des perdants. Donc, en fait, il y a un peu une insincérité fiscale, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on sait bien, on joue un peu avec les mots et on balade un peu tout le monde. C'est-à-dire que si on reprend le terme exact de ce qu'a dit Macron, c'est pas faux, mais en même temps, c'est un habillage pour dire que d'autres choses, enfin, pour ne pas dire que d'autres choses vont avoir lieu à côté. Donc, voilà, il va bien falloir qu'il trouve cet argent et je pense qu'il y a déjà des pistes qu'on a abordées et qui sont réelles et il y aura aussi des perdants dans cette équation, mais c'est normal. C'est votre avis aussi, Frédéric ? Vous savez, dans notre ère capitaliste, de laquelle on peine à sortir, on a besoin de fabriquer du bourgeois, pour prendre un terme marxiste. À gauche, on le fabrique d'une certaine façon, grâce à l'État-providence. À droite, on le fabrique grâce à la production de richesses. Mais il faut consommer, il faut donner du pouvoir d'achat aux Français. Donc la hausse d'impôts est toujours mal perçue, parce que c'est celle qui rogne sur le pouvoir d'achat. Et globalement, il y a presque cette décrédibilisation de la capacité de l'État à redistribuer correctement au profit de tous l'argent public, et donc l'impôt, c'est de l'argent qui part à l'État et dont on ne voit jamais la couleur au moment où ça redescend. Donc, on n'en veut pas. Mais sauf que le modèle social... C'est une analyse brillante, mais est-ce que vous pensez que, d'abord, les impôts augmentent, et est-ce que vous pensez que Macron va les augmenter ? Mais c'est là que j'en viens. C'est qu'à partir du moment où vous avez un modèle social, quand même, qui s'est construit pendant un siècle, pour accompagner les travailleurs, pour accompagner les blessés de la vie, pour accompagner les retraités, pour accompagner les malades, pour accompagner les femmes seules, pour accompagner les hommes seuls, pour accompagner les chiens égarés. Il y a un moment, il faut le trouver, cet argent. Et vous le trouvez comment ? Il n'y a pas d'autre moyen que de créer de la richesse. Emmanuel Macron ne veut pas continuer sur le modèle antérieur qui consiste à faire payer les entreprises. Parce que c'est les entreprises qui créent de la richesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le particulier. Et vous avez très bien expliqué la chose. On va chercher l'argent. Ce que vous disiez, c'est qu'autrefois, c'était les entreprises qui payaient des impôts. Ouais. Emmanuel Macron ne veut plus faire payer, ne veut plus taxer les entreprises, et c'est les particuliers. Mais par contre, il va taxer les particuliers. Apparemment, Cécile Crouzet n'est pas d'accord. Oui, c'est vrai qu'il a décidé d'alléger la fiscalité sur les entreprises, mais qui était très lourde. De toute façon, la fiscalité en France, elle est très lourde pour les particuliers et pour les entreprises. Elle est au plus haut historique. Donc, c'est normal que les Français aient un ras-le-bol fiscal. Donc du coup, le sujet il est hyper sensible politiquement. Donc je pense que ça va être très difficile de s'en dépatouiller. Parce qu'effectivement, est prévu sur le quinquennat des baisses d'impôts, avec la taxe d'habitation qui est un geste très lourd, à 20 milliards. La suppression de la taxe d'habitation, c'est massif. Mais il y a effectivement en plus derrière des mesures sur la fiscalité écologique qui augmentent. Donc l'essence va augmenter. J'enlève une main, je reprends d'une... Alors sur l'ensemble du quinquennat, normalement, le bilan, c'est censé être baisse d'impôts. Mais on rogne sur les prestations sociales. Alors est-ce que vous y croyez ? Alors, y croire, on ne peut pas savoir. Mais c'est la question, en tout cas, qu'on peut poser aux internautes. Je leur donne la parole, justement, à Louisette, qui disait à propos, justement, on parlait tout à l'heure des SNCF, mais c'est connexe. De toute façon, on paye toujours, peu importe qui est responsable de la dette. Et ce n'est pas fini, pauvres retraités, nous dit Devred également. Et Marie-Christine nous dit, ces tickets resto ne peuvent-ils pas fonctionner pour les personnes au seuil de la pauvreté ? Alors, vous nous précisez ce que vous voulez entendre par là. Est-ce que c'est
les tickets restaurants actuellement qui sont donnés aux salariés. Et Laurence nous dit c'est l'enfumage absolu autour des hausses d'impôts. Marie-Christine qui nous dit croyez-vous à l'État-providence ou est-ce pour vous une mascarade? Eh ben justement, donnez-nous votre réponse. Cécile, dans le Figaro, Anne de Guigné, qui travaille au service éco du Figaro, révèle que le gouvernement envisage en tout cas d'augmenter la taxe foncière. Et j'ai pas bien lu? Ça peut être une des pistes. Oui, c'est ça. Je dis bien qu'il l'envisage. Ça fait partie des pistes. De la réformer, en tout cas. Et l'avocate Virginie Pradel, qu'on citait tout à l'heure, accuse le gouvernement d'augmenter la pression fiscale via d'autres taxes, de toute façon. Alors, mais après, il y a elle dit, pardon, je vous coupe, celles qui font augmenter les prix du diesel ou du gaz, je pense aussi à la fiscalité sur le tabac, je pense encore à la cotisation sociale généralisée, c'est tout de même bien un impôt qui alimente le budget de l'État. C'est un peu tiré par les cheveux, non? Non, c'est ce que je vous dis, les deux propositions sont exactes. C'est-à-dire qu'il y a des hausses d'un côté, il y a des baisses de l'autre, importantes, de cotisations salariales, de taxes d'habitation qui vont venir. Le bilan global de hausse plus baisse, on est à peu près autour de la stabilisation cette année. Il est promis qu'on sera plutôt vers une baisse des impôts d'ici la fin du quinquennat, mais ça c'est une promesse. Les lois de finances ne sont pas votées, on ne sait pas. Et ensuite, mais forcément, c'est global, c'est stable globalement, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des perdants. C'est pas du tout contradictoire en fait. C'est juste, effectivement, si vous roulez au diesel et que vous fumez, vous prenez ces deux hausses de taxes. Moi qui ne roule pas au diesel et qui ne fume pas, je suis gagnante. C'est pas ce que vous voilà. C'est comme ça. C'est quand même un sujet toujours hyper sensible, la fiscalité pour un gouvernement, pour un exécutif. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un effet psychologique et même financier, pouvoir d'achat très fort là au mois de janvier pour effectivement les retraités qui ont voté pour Emmanuel Macron, en tout cas une part, alors qu'ils savaient qu'il allait augmenter la CSG. Pour le coup, il l'avait quand même nettement annoncé. Mais au mois de janvier, quand ils ont vu effectivement le retrait sur leur bulletin de salaire, ils se sont dit « Ah ouais, ça donne quand même ça ». On va avoir un autre effet à l'automne, c'est-à-dire que là, effectivement, ils vont récupérer en revanche la suppression pour 80% de la taxe d'habitation. Mais il va y avoir un nouveau coup dur psychologique à la rentrée de janvier avec le prélèvement à la source. Et donc, on est quand même sur des sujets... Autant, on en parlait tout à l'heure avec la SNCF... l'exécutif a quand même plutôt la baraka, toutes les mesures et toutes les réformes qu'il engage, tout se passe bien, il y a une espèce de face-à-face social qui réussit très bien. Il ne faudrait pas qu'il loupe quand même l'enjeu fiscal, qui est toujours, je le redis, très délicat pour un gouvernement. Juste un dernier point sur cette question avant qu'on aille à Washington. D'abord, Toussaint qui nous dit on ne veut plus taxer les entreprises, pourquoi leur donner tous les secteurs de production? Et Arthur qui nous dit une hausse d'impôts est inévitable, c'est ça le double langage. Il y a effectivement une des pistes qui a été évoquée, c'était le maintien de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, si je ne m'abuse. Et est-ce que c'est une bonne idée de la maintenir? C'est la question qui a été posée aux internautes du Figaro.fr et qui ont répondu non à 55%, mais quand même oui à 45%. Frédéric Sinclair, est-ce que vous pensez que le maintien de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, c'est une bonne idée ou bien c'est de la jalousie sociale? Mais moi, ça me tue ces débats sur la fiscalité. C'est une vraie question, je vous pose, c'est une vraie question, c'est une question qu'il y a dans toutes les discussions qu'on entend autour ça me tue ces discussions sur la fiscalité. Je veux dire, il faut qu'on le trouve, cet argent. Rappelez-vous la critique en novembre 2016, quand François Fillon annonce son train de mesures sociales. Je veux dire, il y a un moment, si vous voulez que les flux entrants diminuent, typiquement les impôts, il faut que les flux sortants diminuent aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rogne sur les prestations sociales, la santé, et qu'on réforme notre modèle social. C'est-à-dire que les Français vont dire on est obligé de mettre de notre poche pour nous soigner, pour voyager davantage, je ne sais pas, pour la retraite. Pour la retraite, et pour combien c'est aux États-Unis, 13 mois, je crois, le dédommagement suite à une perte d'emploi. On est très loin de ce qu'on a en France, des accompagnements. Donc les Français sont encore plus opposés à ça qu'aux hausses d'impôts. Là, aujourd'hui, quand on parle de taxer les résidences secondaires, c'est quand même un truc de riche d'avoir une résidence secondaire. Enfin, je veux dire,
Bah oui et non. Il y en a qui se posent. était juste aussi. C'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est que j'ai l'impression que c'est typiquement une décision d'énarque dans un cabinet qui se dit bah oui, résidence secondaire, c'est les riches, donc on va taxer les riches, chouette. Mais pas du tout, les gens qui ont des résidences secondaires. Souvent, je disais, la maison de vos grands-parents dont vous avez hérité au fin fond de l'Auvergne et qui est une charge et dont vous ne voulez pas vous séparer, vous n'êtes pas forcément riche et vous avez quand même cette maison et vous y tenez. Donc c'est pas forcément une... D'un autre côté, ça a un charme, c'est que c'est justement, comme vous dites, au fin fond de l'Auvergne et on salue nos internautes auvergnats. Juste peut-être un dernier point, Valérie. C'est là où quand même on voit que c'est la quadrature du cercle. Si on ne réduit pas le train de vie de l'État, si on ne renonce pas à cet État-providence, comment peut-on ne pas augmenter des impôts si on en baisse certains? Oui, non, mais bien sûr. Et mais on a dit, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Il faut essayer d'être le plus juste possible. Et puis, on est dans une équation aussi qui est politique, parce qu'il y a cette étiquette de président des riches qui C'est-à-dire lui colle à que la Macron peau. n'est pas si réformateur que ça, dans ce cas-là. Il l'est quand même. Je me sur la réfère à l'exergue que je lis sur la revue des Deux Mondes. Il faut une grande révolution pour que rien ne change, en substance ce que dit Talleyrand. Oui, pour que tout change, il faut que... Oui. Mais non, si, c'est quand même un réformateur, pardon. Faut voir d'où on vient quand même en France. Hein. Il fait des réformes, il engage des choses qui sont importantes. On parlait de la SNCF, voilà. Maintenant, sur la fiscalité, c'est très juste. Il marche sur des œufs. On sent qu'il ne voudrait pas tout d'un coup, bêtement, si je puis dire, être impacté et que du coup la grogne monte et que du coup la grogne, après, l'empêche aussi de faire certaines choses qui sont capitales pour son quinquennat. Et c'est vrai que sans baisse des dépenses publiques, en fait, il ne peut pas y avoir de baisse d'impôts. Et les dépenses publiques, la moitié, c'est des dépenses sociales. Donc l'équation, c'est vraiment... Mais on touche vraiment le dur, c'est-à-dire on touche la santé, on touche la retraite. Un vrai discours politique, en fait. Ce qu'on oublie souvent de raconter, c'est... Mais bien sûr, sur la nécessité, en fait, malgré tout, de payer des impôts. On peste tous, mais si on accepte... Oui, on a plus un discours sur le nouveau monde, l'ancien monde, ou comme ça, mais pas sur justement ce que doit devenir l'État. Voilà, est-ce que l'État doit porter secours à une partie de la population? Et si oui, eh ben voilà, l'incarner, le raconter et le rendre nécessaire, en fait. Alors, Macron marche sur des œufs. Là, il a marché sur le tapis rouge et il est actuellement à la Maison-Blanche où la conférence de presse doit se tenir, ou a commencé même. Donald Trump a frappé fort d'ailleurs, puisqu'il vient de déclarer sur l'Iran. Les gens connaissent ma position sur cet accord iranien. C'est un accord horrible et il n'aurait jamais dû être conclu. Alors que sur la Corée du Nord, le président américain se dit très ouvert. Bah écoutez, c'était pas la première déclaration que je voulais vous faire écouter, mais on va la mettre tout de suite sur l'accord iranien. Voici ce que déclarait Emmanuel Macron, lui, dimanche sur Fox News avant d'arriver aux États-Unis. Would it be a mistake for the president to pull out of the Iran nuclear deal? Is this agreement perfect, and is JCPOA a perfect thing for our relationship with Iran? No. But for nuclear, what do you have as a better option? I don't see it. I don't have any plan B for nuclear against Iran. So that's a question we will discuss. But that's why I just want to say, on nuclear, let's preserve this framework because it's better than a sort of North Korean type of situation. Alors, voici ce que déclarait donc Emmanuel Macron. Vu ce que vient de déclarer Donald Trump, c'est mal parti quand même de faire avancer et de faire évoluer le président Trump, Caroline Becker. Oui. Que dire les penser non, mais on est dans un jeu diplomatique classique, non, parce qu'on est face à Donald Trump. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Emmanuel Macron sait, en allant aux États-Unis, que de toute façon, ce dossier-là va être extrêmement compliqué. Mais que c'est sa carte à jouer que d'évoquer le sujet et d'essayer de convaincre Donald Trump de changer sa position. On est face à un Emmanuel Macron qui est extrêmement pragmatique sur les enjeux diplomatiques. Il a envie de parler avec tout le monde, il se refuse absolument rien. Voilà, le sujet sera abordé. Je pense qu'il va rentrer des États-Unis sans succès, en tout cas iranien. Mais c'est pas là, c'était pas tout à fait là. Enfin, s'il rentre avec un succès, ce serait vraiment formidable. Mais c'était pas là tout à fait son enjeu. Il veut rester, il veut être
un interlocuteur international crédible, important, et cette visite d'État, de toute façon, le lui accorde. Donc, de ce point de vue-là, d'ores et déjà, c'est gagné. Et on voit à l'instant donc les discussions à plusieurs, je n'ose pas dire des discussions multilatérales, mais en tout cas avec un certain nombre de ministres de part et d'autre qui se font face donc autour des deux présidents respectifs. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Emmanuel Macron nourrissait beaucoup d'espoir avant d'arriver aux États-Unis. En tout cas, il en affichait beaucoup. Et voici ce qu'il a déclaré à son arrivée hier dans le Maryland. Nous avons, les États-Unis comme la France, une responsabilité toute particulière au moment qui est aujourd'hui le nôtre. Nous sommes des garants du multilatéralisme contemporain. Et je crois que nous avons, à travers ces échanges, beaucoup de décisions à prendre et à préparer. Cette visite est pour nous très importante, en particulier dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de troubles et parfois beaucoup de menaces. Alors, Iran, climat, Syrie, Macron peut-il avoir une influence sur Trump? C'est la question qui est posée aux internautes du Figaro. Et pour l'instant, c'est le scepticisme qui domine, 66% de non. C'est votre cas également, Valérie? Oui, ce serait vraiment miraculeux qu'il arrive avec quelque chose de concret de ce voyage-là, mais je ne suis pas sûre moi non plus que ce soit totalement l'enjeu. D'ailleurs, quand il dit, nous sommes là pour préparer ou prendre des décisions. Donc préparer, ça ne veut pas forcément dire revenir avec dans sa besace une décision. Et après, il martèle cette question de multilatéralisme contre l'unilatéralisme des États-Unis, en appuyant bien sur le fait, et enfin de fait, il incarne ça aux yeux des Américains, aux yeux de Donald Trump. Aujourd'hui, lui, il est Emmanuel Macron, le président de la France, mais aussi le leader de l'Europe quand il parle. Et ça, c'est reconnu du côté américain par Donald Trump, qui en a fait son interlocuteur privilégié. Et Emmanuel Macron, il avance aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'il prépare l'après-visite d'État aux États-Unis et il veut aussi avancer dans ses initiatives diplomatiques. Et je pense qu'aujourd'hui, il incarne ça aussi, non pas seulement au niveau français, mais au niveau européen. Est-ce qu'il va obtenir quelque chose sur l'accord iranien? J'en doute fort. Mais même la Syrie, c'est-à-dire persuader les Américains de rester en Syrie alors que Donald Trump a dit qu'il partirait, je doute aussi qu'il parvienne. Alors il y a peut-être un point intéressant, c'est que s'il part, il y a peut-être aussi des enjeux locaux et par exemple les Kurdes, qui étaient les alliés classiques des Américains sur place, les renforcer militairement dans leur lutte contre Daesh, parce qu'il faut bien quand même aussi boucler ce dossier Daesh. Donc il y a des choses qui vont peut-être être aménagées. Comment les Américains, en partant, pourraient renforcer les Kurdes qui sont leurs alliés? Renforcer militairement les Kurdes. En leur fournissant des armes, ou en leur laissant des forces spéciales? En leur laissant plus ou moins des forces spéciales, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que il dit « je suis très ouvert sur la question de la Corée ». Pour lui, c'est une victoire, ce qui se passe sur la Corée. C'est-à-dire qu'après ces échanges, ces bras de fer de ces deux mâles alpha dominants, avec une espèce de folie où à un moment donné, on s'est tous dit « mais attention, ils sont en train de faire n'importe quoi », il arrive à finalement débloquer une situation. Il y a ce sommet qui va avoir lieu entre Trump ce qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on le prend pour un guignol, mais quand même il fait bouger les lignes et il a plus envie visiblement de faire bouger les lignes sur la Corée que sur l'Iran, qui pour lui c'est l'axe du mal, c'est le diable, ça l'a toujours été. Il a toujours défendu Israël, exactement, et donc ça c'est viscéralement ancré en lui, je pense. Frédéric, sur le voyage est-ce que d'abord vous souscrivez à ce que dit Valérie, et est-ce que vous êtes d'accord avec Laurence qui nous dit l'enjeu c'est de travailler sur son image surtout? Alors, surtout non. Emmanuel Macron travaille sur son image constamment et aujourd'hui, de toute façon, n'importe quel président de la République a besoin de travailler sur son image. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite aux États-Unis en termes concrets? Pas grand-chose. En termes de positionnement d'Emmanuel Macron au sein de l'Europe et dans sa relation avec les États-Unis, là, effectivement, c'est un succès. En ce qui concerne la capacité d'Emmanuel Macron ou de qui que ce soit d'autre à convaincre Donald Trump, elle est nulle. Même ses conseillers, d'ailleurs. Je doute qu'il y en ait beaucoup qui aient une influence directe sur lui. Vous êtes mauvaise langue. Donald Trump vient de dire à l'instant qu'ils avancent sur de nombreux sujets. Oh, j'en doute pas. Demain, il dira le contraire. Donc, à mon avis, la clé de compréhension de la relation de Trump avec l'Iran, parce que c'était le début du sujet, c'est
Israël, comme ça a été mentionné, c'est-à-dire un soutien indéfectible des États-Unis à Israël, et la réussite de sa relation à la Corée du Nord. C'est très immodeste ce que je vais faire là, mais j'ai écrit un papier dans le Figaro il y a quelques mois. Voilà, et comme on recommande d'ailleurs l'article d'Isabelle Lasserre sur le pari américain de Macron. Donc je pense que Pierre Asner, dans un de ses textes, a la clé de cette question-là, où il montre en réalité comment l'irrationalité en politique étrangère peut parfois être beaucoup plus utile qu'une attitude rationnelle. On peut saigner une nation goutte à goutte. L'approche irrationnelle de Donald Trump, en réalité, n'était pas adressée à la Corée du Nord, elle était adressée à la Chine et à la Russie. C'est eux les interlocuteurs de Donald Trump. Qu'est-ce que voulait Kim Jong-un? Il voulait passer... Et vous ne croyez pas que Macron a renforcé la position de la France et même de l'Europe en allant faire une opération en Syrie, qui est dénoncée d'ailleurs par une de nos internautes, Béatrice, qui accuse les États-Unis et la France d'avoir menti sur la Syrie? Attendez. La Syrie, ça vient dans les préoccupations de Donald Trump en numéro 3. Sa préoccupation principale, c'est la région Pacifique. C'est ça, sa préoccupation principale. Il y a la Russie et il y a la Chine. Et c'est une continuité avec Barack Obama. Il réussit, attendez, laissez-moi terminer. Il réussit un coup en montrant ses muscles. Vous croyez qu'il va adopter une autre stratégie face à l'Iran? Il reprend la même stratégie. Il montre les muscles. Est-ce que vous êtes d'ailleurs d'accord avec... Et il joue Ben Salman, qui est potentiellement favorable à Israël contre l'Iran. Finalement, la stratégie de Donald Trump était extrêmement bien posée. Emmanuel Macron ne va pas bousculer ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse que fait Frédéric Sinclair? C'est une question qu'on vous pose. En tous les cas, Donald Trump se dit, aux dernières nouvelles, pense qu'il y a un accord possible avec la Chine, justement. Par contre, Cécile, il vient de déclarer qu'il déplorait les barrières commerciales douanières avec l'Europe, ce qui entache beaucoup les relations commerciales avec la France. Ça, c'est un changement. Pour le coup, il était quand même connu pour ses discours plutôt protectionnistes. Et il met quand même pas mal de l'eau dans son vin là-dessus, parce qu'il est en train de se rendre compte que les États-Unis, ils perdent, je pense. Donc, il a quand même mis dans son... C'est ce que Emmanuel Macron a dit. Il voulait le faire changer justement sur les positions européennes. Oui, c'est ça. Trump était connu pour ses positions protectionnistes, qu'il est en train quand même d'amender au fil des mois. Avec le Mexique, avec le Canada, il n'est pas si rude. Il est en train de se rendre compte que le traité transpacifique qui est signé sans les États-Unis, c'est quand même très gênant, parce que en fait, tous les pays au bord du Pacifique s'aliment et eux, ils ne sont pas dedans, donc c'est quand même ballot. Hein. Et après, là, avec l'Europe, effectivement, il met de l'eau dans son vin. Alors, il y a la date du 1er mai. Vous trouvez qu'il mettait de l'eau dans son vin quand il dit qu'il déplore les barrières douanières avec l'Europe, ce qu'il vient de déclarer? Oui, il déplore les barrières douanières. Oui, donc oui, alors qu'avant, il pensait il y avait cette histoire sur l'acier et l'aluminium, hein, où il y avait une exception européenne, voilà, qui arrive à échéance le 1er mai. Bon, là, on verra, on n'est pas le 1er mai. L'exception européenne, c'est qu'il y avait des facilités pour l'Europe qui ne devaient plus... non, l'exception, c'est qu'il voulait taxer l'aluminium et l'acier. Il avait dit, j'en exempte provisoirement l'Europe au 1er mai. Donc voilà. Il y a un basculement isolationniste qui était global, hein, au début où Trump a été élu, qui est en train de revenir. Et c'est vrai que c'est plus flagrant. Sur le protectionnisme, en tout cas économique, oui, ça c'est flagrant, parce qu'il se rend compte aussi contre lui et les républicains contre lui, donc c'est pas si facile. Hein, donc c'est peut-être ça aussi qui sur cette politique-là, effectivement. Oui, sur cette politique-là, oui. Alors, Antimac nous dit sur le Figaro.fr, le pari trumpien de Macron est surtout de se renforcer lui-même. Effectivement, si il repart avec l'idée que Donald Trump évolue sur les questions commerciales, ce sera... c'est pas que grâce à Macron, c'est un rapport de force Union européenne, États-Unis, c'est deux géants économiques, c'est ça l'enjeu. Hein. L'Europe, c'est un quart du pays, enfin 20% du PIB mondial, les États-Unis aussi, voilà. C'est aussi un enjeu bêtement de rapport de force. Hein. Ouais, non, c'est juste en discutant très récemment avec la ministre des Affaires européennes, c'était Nathalie Loiseau. Voilà, Nathalie Loiseau, c'était en train de se préparer. Enfin, je veux dire, c'est pas une surprise. Ce qu'entend Emmanuel Macron, il savait qu'on allait aller dans cette direction. On est dans le classique des voyages officiels, des voyages d'État, voilà. Bien sûr.
Et on habite la victoire. Il y a une autre, je ne sais pas si ce sera une victoire qui remportera, on va aller rapidement dessus, mais c'est une question quand même que je voulais vous poser avant qu'on se quitte. C'était donc cette possibilité pour Manuel Valls d'être candidat à la mairie de Barcelone. Il a dit à la TVE, la télévision publique espagnole, vendredi dernier, qu'il étudiait sérieusement cette possibilité. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est une question qu'on vous pose sur Twitter et apparemment, vous êtes une large majorité à répondre non. Enfin, vous n'êtes pas une large, vous êtes une grande majorité, 57% à répondre non. Je voudrais savoir pourquoi d'ailleurs vous répondez oui, vous êtes nombreux à vous exprimer, on vous en remercie. On vous pose cette question aujourd'hui parce qu'il y a eu une réaction ce matin à cette annonce, celle d'un ancien ministre de Manuel Valls, Stéphane Le Foll. Oui, ça me choque au sens où il a été Premier ministre de la France, qu'il s'est engagé d'ailleurs sur les questions de la République. Je sais qu'il a été aussi très attaché à l'unité espagnole, mais dans la responsabilité qui était la sienne, il y avait un grand pays, la France, avec un grand pays, l'Espagne. Sur une élection locale comme celle de la ville de Barcelone, je comprends, hein, c'est une ville magnifique. Bon, je trouve que là, on est dans un choix politique qui est lourd de conséquences. Il y a toute une histoire qui se tourne d'un seul coup. Et je trouve, après tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai entendu en tant que ministre, et que je n'ai pas toujours partagé, bon, je suis un peu surpris. Voilà. Il nous reste un peu plus de 2 minutes, donc je vous demanderai des réponses courtes. Est-ce que vous êtes surpris, vous partagez la surprise de Stéphane Le Foll, Karine Beccard? Non, pas du tout. Quand on fait de la politique ou quand on observe la politique, il faut accepter de faire de la psychologie. Il faut se mettre 2 secondes dans la psychologie d'un Manuel Valls qui a été ministre de l'Intérieur, qui a été Premier ministre, qui a géré je ne sais combien d'attaques terroristes, qui a vraiment été sur le devant de la scène et qui a vraiment géré beaucoup de choses. Et là, il s'ennuie. Je veux dire, là, aujourd'hui, il est député, simple député, il est même plus maire d'Evry. Il est un député apparenté seulement et il nage pas comme un poisson dans l'eau dans la Macronie malgré tout. Et donc là, on parle de lui, quoi. Ça fait de la mousse. Il ira. J'en suis pas certaine. Vous avez été surprise, Valérie Toragnan? Non, mais moi, je ne crois pas une seconde. Je pense que il est content. Au-delà du pronostic, ça vous paraît une bonne idée? Non, on lui a proposé, il est content, il est heureux, il a vraiment des attaches extrêmement fortes avec ce pays, il s'exprime, il est adoré par les Espagnols, adoré par les médias espagnols, ça lui fait plaisir, mais moi je ne crois pas une seule seconde que lui-même y pense sérieusement, et je pense qu'il a un avenir politique en France qui n'est pas du tout fini. Donc là, il est en traversée du désert, mais bon, en politique, hein, on sait bien que... Laurence nous dit, oui, c'est une excellente idée qu'il aille bazarder ailleurs, tandis qu'Antimac nous dit, Valls l'éternel opportuniste. Et vous, est-ce que vous avez été surpris, Frédéric Sinclair? Moi, je suis partagé. Je pense fondamentalement que c'est une formule de politesse à l'égard de ceux qui lui ont fait la proposition, qu'il n'y a pas songé raisonnablement une seule minute. En revanche, je trouve qu'on méconnaît un tout petit peu la position singulière de Manuel Valls à gauche. Il porte une gauche idéologiquement un peu neuve, et c'est pas nouveau, et qui, à mon avis, a un avenir en France. Donc, s'il en est conscient, je crois qu'il n'ira pas. Ça suffit à lui assurer des lendemains meilleurs. Amir nous dit ce n'est pas une bonne idée car Valls, qui a élevé le laïcité en dogme, risque de contaminer la société espagnole. Bon, ça, c'est donc il laisse la responsabilité de ces propos-là. Et tout ça nous dit ces ambitions de Valls constituent une perversité dans le projet européen. Quelle crédibilité dans le service à la nation et au peuple quand les ambitions politiques deviennent un poker gagnant d'une frontière à une autre? Je trouve ça un peu dur, moi, pour le coup, ce dernier jugement. C'est caractéristique des jugements sur les réseaux sociaux sur Valls qui sont toujours extrêmement haineux, extrêmement violents. Et c'est l'homme politique qui en prend le plus. Parce qu'il a quand même réellement, enfin, il a quand même de réelles attaches là-bas. Il est binational, enfin, je crois qu'il est binational. Et il y a des gens qui ont 2 attaches. Enfin, ça existe d'avoir une double attache. C'est pas une honte. Il est européen. On est quand même dans le cadre européen. Ça n'a rien. Ça ne nécessite, je trouve que ça ne justifie pas une telle haine. Eh bien, en tout cas, effectivement, sur Internet, sur Twitter, vous avez été nombreux à répondre à notre question, plus nombreux que d'habitude à répondre à notre question sur s'il était une bonne idée que Manuel Valls soit candidat à la mairie de Barcelone. Et vous êtes une majorité à répondre non, mais on a vu des majorités plus larges et c'est sur ce chiffre qu'on se quitte. Merci beaucoup. On se retrouve demain ici au même endroit avec Guillaume Requette. À très vite sur Figaro Live.